Bonjour. Nous voici maintenant arrivés au point qui va s'intituler La ruralité et le pouvoir local. Donc c'est la partie 2, la ruralité et le pouvoir local, dans la mesure où, dans cette partie, il ne sera aucunement question de la ruralité comme culture, comme civilisation et encore moins comme identité rurale, mais beaucoup plus la ruralité comme territoire, comme espace. Et ça va être l'occasion, dans le cadre de cette partie, d'évoquer un certain nombre d'interrogations, mais aussi d'éléments de définition, voire de controverse autour de la question rurale. Dans un premier temps, je vais tenter de vous apporter quelques lumières, disons, quelques connaissances autour de la question très générale, voire générique, du territoire. Dans un second temps, la ruralité comme concept donc, et en sous-titre donc la ruralité, une notion contestée. Ensuite, eh bien, la ruralité ayant été un peu, je dirais, définie, il sera question, pour terminer cette partie, précisément du concept de pouvoir, mais pas n'importe quel pouvoir, le pouvoir local. Alors, en préambule, j'ai envie de commencer par un rappel. Celui qui concerne les programmes de cycle terminal, par exemple, dans les lycées, mais aussi dans les programmes à l'université, et en particulier dans les départements de sciences humaines et sociales. Il s'agit de plus en plus de faire réfléchir les élèves, de faire réfléchir les étudiants sur la notion de territoire et de lui accorder, par conséquent, une place de choix. En effet, la notion de territoire a une forte portée civique. En invitant, par exemple, les étudiants à la connaissance et à la gestion de leur territoire, par exemple de proximité, eh bien, cette notion peut les faire réfléchir sur les enjeux citoyens. L'étude du territoire peut aussi mettre en garde, vous mettre en garde, contre les excès d'un rapport dévoyé au territoire, pouvant être source de conflits graves. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un territoire ? Le territoire, d'abord, n'est pas un donné, mais le résultat d'une construction sociale, où les processus et les héritages historiques peuvent jouer et jouent un rôle déterminant. Il s'observe le territoire à des échelles d'analyse différentes, qui peuvent parfois se recouper, s'emboîter. L'échelle locale, l'agglomération, le pays, la communauté de communes, l'échelle régionale, la région, l'échelle nationale, l'État, l'échelle continentale, par exemple l'Union européenne. C'est une portion d'espace qui a été délimitée, qui est nommée par une société ou un groupe, qui est le support d'une identité collective et donc le produit de pouvoir. C'est un espace singulier caractérisé par un environnement et des paysages qui lui sont propres. C'est aussi un espace approprié et géré par les collectivités humaines qui lui affectent des usages, qui lui affectent des activités et l'aménagent en fonction de leurs besoins. Cependant, produit de l'action humaine, il peut aussi s'apparenter à un espace de relations et d'échanges, nombreux et récurrents, qui, en tissant des réseaux denses, forment un territoire aux contours plus flous et plus mobiles.
C'est donc bien une représentation sociale, une construction sociale provisoire, car les sociétés, au fil de leur représentation et de leurs pratiques, peuvent le déformer ou le reconstituer. L'analyse géopolitique et l'articulation avec l'histoire peuvent donc être particulièrement sollicitées. La question rurale s'inscrit résolument dans cet essai de sociologie des territoires. Mais la question rurale est aujourd'hui, c'est connu, un domaine de controverse. En effet, lorsque l'on évoque l'évolution et les perspectives d'avenir du monde rural, on a vite le sentiment de visions contradictoires. Certains parlent de déclin ou de désertification, et d'autres de croissance et de renaissance rurale. On évoque tour à tour l'abandon et la friche, l'intensification ou encore la reconquête de certains territoires. Là, on voit des processus de résistance. Ailleurs, l'adhésion des ruraux au processus d'ensemble, la notion même de rural est contestée ou même qualifiée de rétrograde. Qu'en est-il en réalité ? Que nous apprend l'observation attentive des faits ? Pour aborder cette question, on partira d'une première interrogation. Peut-on encore parler de ruralité aujourd'hui ? Elle peut sembler incongrue, cette question, mais elle nous est renvoyée par un certain nombre d'acteurs de la politique d'aménagement du territoire, aussi bien que par des chercheurs qui analysent l'évolution de la société. Mais, confrontée au profond changement de la société, elle est aujourd'hui doublement critiquée par les chercheurs qui lui reprochent son manque de pertinence pour analyser et comprendre les logiques du changement contemporain par les aménageurs qui y voient un champ dépassé de la mise en œuvre des politiques publiques. Pourtant, la dichotomie ville-campagne est une vieille distinction de l'analyse des faits sociaux qui s'est en quelque sorte modernisée à partir des années 1950 avec la division urbain-rural et qui a largement cours dans les sciences sociales. Histoire, géographie, sociologie par exemple. De plus, elle est universelle puisque utilisée dans tous les pays du monde, même si elle ne fait pas systématiquement l'objet d'une définition statistique. J'en arrive donc au point, au sous-point intitulé « La ruralité, une notion contestée ». Si on examine les fondements même de la ruralité, on peut dégager 3 axes parmi d'autres. Économique, géographique, sociologique. En les passant en revue, on va s'apercevoir qu'il y a matière à s'interroger. Premier axe, la ruralité est fortement structurée par les activités agricoles et par la société paysanne, et là je vous renvoie aux travaux du sociologue Henri Mandras. C'est en quelque sorte son fondement historique. Il est bien entendu admis aujourd'hui qu'il n'y a aucune confusion à faire entre l'agriculture et la ruralité. Mais implicitement, dans beaucoup d'esprits, l'idée que l'agriculture et la ruralité sont liées et que l'agriculture structure même presque exclusivement le monde rural. Cette idée est encore fortement présente dans les esprits. Les chiffres nous disent cependant le contraire. Les agriculteurs sont aujourd'hui minoritaires dans la société rurale. En 2000, ils ne représentent que 7% des ménages ruraux. Si l'on y ajoute les retraités agricoles, on arrive à peine à 20% des ménages. Sans insister sur la répartition statistique, je voudrais quand même vous donner quelques données, vous proposer quelques données quantitatives, quelques données qui nous viennent de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, avec un tableau à 2 entrées, les années 1962, 1990, 2000 et
l'autre entrée, les groupes sociaux. D'abord, les agriculteurs, pour ce qui concerne l'agriculture et les salariés agricoles. En 1962, 33,8%. En 1990, 9,9%. En l'an 2000, plus que 7%, à peine. En 1962, 8,8% d'artisans et de commerçants. En 1990, 6,9%. En l'an 2000, à partir des années 2000, à peine 6% d'artisans et de commerçants dans les territoires ruraux. Les cadres moyens, par contre, les cadres moyens et supérieurs, en 1962, 3,9%. En 1990, 14,9%, pour, en l'an 2000, atteindre 20%. Les employés, en 1962, 25%. En 1990, 27,6%. Et une diminution en l'an 2000, à peine 20%. Les retraités agricoles, au contraire, 7,1% en 1962, 11,1% en 1990, 12% en 2000, et aujourd'hui, dans les années post-2010, plus de 15% de retraités agricoles. Les autres retraités, et c'est une donnée qui va clore donc cette présentation statistique, les autres retraités en 1962, 21,4%, en 1990, 29,6%, et à partir des années 2000, plus de 35%, et aujourd'hui, près de 40% de retraités, d'autres retraités, donc dans les territoires ruraux, autres retraités donc que les retraités agricoles. Cette prédominance de l'agriculture est donc de plus en plus contestée. Au niveau même de la gestion du territoire, actuellement, 60% du territoire français est entre les mains des agriculteurs. Et ce taux va sans doute encore baisser. Mais dans beaucoup de régions, notamment en montagne, la gestion purement agricole de l'espace rural va devenir résiduelle. Si on ne peut plus actuellement fonder la définition de la ruralité sur la place prépondérante qui tient l'agriculture, on peut encore moins le faire demain, puisque beaucoup s'accordent à penser que dans les 20 prochaines années, un grand nombre, disons la moitié, des agriculteurs risquent encore de disparaître, sans que l'espace rural ne disparaisse pour autant. La seconde entrée, à caractère plutôt géographique, est fondée sur le fait qu'en milieu rural, l'essentiel de l'économie s'appuie sur un usage extensif de l'espace et des ressources naturelles. La ville est bien le lieu de forte concentration, voire de surconcentration d'investissements, de prix élevés du foncier et de l'immobilier, d'artificialisation parfois excessive du milieu. Les zones rurales sont au contraire des espaces de peuplement faibles et dispersés, d'utilisation extensive du sol et de prix faibles du foncier. Contrairement au champ précédent, au champ économique, où l'on constate une réduction des différences ville-campagne, il apparaît ici que l'écart se creuse de plus en plus. Cet axe demeure, semble-t-il, de plus en plus pertinent, et même le plus pertinent, pour définir la ruralité, ce qui autorise plutôt à parler d'espace rural que de société rurale. En effet, le troisième fondement, c'est que la ruralité repose sur la spécificité d'un système de valeurs fondé sur la famille, sur la propriété et l'attachement à la terre, sur un certain conservatisme, et que finalement, on peut définir et décrire une société rurale à partir d'un système de valeurs qui lui est propre. Cette approche avait largement cours dans les débuts même de la sociologie rurale. Aujourd'hui, le milieu rural a connu de telles ruptures sur le plan de la recomposition démographique, dans la distribution de la population sur donc le territoire et dans son mode de consommation et de vie, dans ses modèles culturels de référence, qu'on ne peut plus vraiment parler de société rurale. Toutes les enquêtes montrent d'ailleurs que l'on va vers une uniformisation très grande des pratiques, mais aussi des aspirations des personnes qui vivent en milieu rural par rapport à celles qui vivent en milieu urbain. Cette tendance est d'ailleurs renforcée
par l'installation en milieu rural de nombreux ménages venus de la ville. S'il subsiste encore des disparités dans certains domaines de la consommation, dans le domaine des loisirs, c'est plutôt en raison des niveaux de revenus différents qui conditionnent les modes de vie que par rapport à la résidence en ville ou à la campagne. En définitive, l'examen attentif de la notion de ruralité amène sur une conclusion assez nuancée. Le contenu traditionnel de la ruralité est évidemment très ébranlé, entre guillemets, mais on ne peut pas estimer pour autant qu'il n'y a plus de monde rural, même si certains discours poussent à cette affirmation. Aujourd'hui, l'appartenance à la ruralité est revendiquée non seulement par les ruraux de souche, mais par beaucoup de gens nouvellement installés dans le tissu rural, qui ont bien le sentiment d'appartenir à un milieu de vie très différent de celui de la ville et qu'ils ont précisément choisi comme tel. Des organisations vivantes et novatrices se réclament de cet univers, dans le domaine économique, social et culturel. La politique rurale elle-même est constamment rénovée. Le rural est aussi le support de nombreuses revendications collectives pour une meilleure intégration au processus général de développement et sa reconnaissance comme forme moderne de l'organisation sociale. Cette aspiration au progrès et à la modernité ne porte pas atteinte à sa spécificité. Loin s'en faut. Tous ces arguments militent donc pour ne pas abandonner purement et simplement la notion de ruralité. Les chercheurs tentent aujourd'hui d'établir le diagnostic sur la pertinence scientifique du concept. Comme objet de débat social, on ne gagnerait rien à supprimer cette notion qui conserve sa légitimité et son utilité. Mais il faut la revisiter et la moderniser en réexaminant sans a priori la valeur des références à son contenu traditionnel et en y intégrant, sans a priori encore, donc la valeur des les nouvelles fonctions et significations qu'elle recouvre pour une société largement urbanisée. Tout ceci amène évidemment les institutions, les organisations et les associations qui se réclament du rural à réfléchir à cette notion. Le rural semble davantage se définir par le cadre, c'est-à-dire par le territoire, qu'il offre que par ce qu'on y fait, c'est-à-dire la profession. Ainsi, après la fin des paysans, titre du livre de Henri Mandras, et l'apparent triomphe de l'urbanisation, le fait rural semble pour beaucoup avoir disparu. C'est à notre sens une vision simpliste et erronée des choses. Comparativement à d'autres pays européens, le monde rural demeure en France une réalité historique, géographique et sociale significative. Sans entrer dans les controverses de sa définition, rappelons que les espaces à dominante rurale, tels qu'ils ont été définis par l'INSEE, couvrent 70% du territoire, encore aujourd'hui en France, et regroupent plus de 25% de la population française. Certes, son poids économique est sensiblement plus faible, à peine 15% de l'emploi national. Mais c'est aussi un espace de patrimoine naturel, architectural et culturel important. Par ailleurs, son poids politique est renforcé par le système de représentation électorale et dépasse largement celui de la démographie. Des mutations considérables sont en train de se produire dans les espaces ruraux. Elles ne sont pas brutales, mais se sont progressivement amorcées à partir des années 1960 et correspondent à des tendances enregistrées dans de nombreux pays économiquement développés. Parmi ces nouvelles dynamiques qui sont à l'œuvre, nous en citerons 4 principales. Petit a, le renversement de tendances migratoires. La population rurale, qui n'avait cessé de diminuer depuis un siècle, a commencé à se stabiliser au début des années 1960 pour augmenter par la suite à un rythme supérieur à la moyenne nationale. Cependant, la reprise démographique n'est pas générale et certaines régions enclavées, tributaires d'activités agricoles ou industrielles en crise.
certaines régions donc, demeurent à l'écart du mouvement, c'est-à-dire donc de l'évolution, de la modernisation. Et c'est notamment le cas pour la Bretagne centrale, le Massif central ou encore les plateaux de l'Est en France. Le milieu rural s'inscrit dans des mobilités résidentielles qui sont beaucoup plus larges, avec des cadres, des jeunes ménages, des retraités, des personnes en situation d'exclusion. D'abord alimentée par le retour au pays natal des émigrants de la génération passée, elle comporte de plus en plus de gens sans attache locale, venus parfois d'autres pays du nord de l'Europe notamment. À cela, il faut ajouter le contingent des déçus de la ville, des aventuriers et des exclus. Petit b, le renouvellement des activités et des usages. Accompagnant parfois la délocalisation de leurs entreprises, des actifs changent de région. D'autres viennent tenter leur chance en créant leur propre activité dans le tissu rural. Le développement du tourisme rural crée ainsi de nouveaux emplois dans les services liés à l'hébergement, liés à la restauration, aux activités de loisirs, aux emplois qui sont parfois occupés par des personnes venues de l'extérieur. Les nouvelles activités sont surtout tertiaires et leur développement est en train de transformer les économies rurales. Dans certaines zones de montagne, cette tertiarisation de l'activité rurale peut atteindre des taux supérieurs à ceux des villes. En définitive, il n'y a plus de corrélation directe entre l'évolution de la population agricole et celle de la population rurale. Cette dernière dépendant essentiellement de ce qui se passe en dehors de l'agriculture. Au-delà de sa principale fonction agroalimentaire et forestière, le territoire rural doit maintenant répondre à des besoins de plus en plus divers qui intéressent ses habitants aussi bien que les non-résidents. Il lui faut en effet accueillir des activités trop à l'étroit dans le tissu urbain, faire face à une forte demande de terrain pour un habitat pavillonnaire en expansion, être un espace de récréation et de loisirs pour les citadins, constituer la toile de fond des paysages, contribuer au grand cycle de renouvellement de l'eau et de l'air, à la reproduction de la flore et de la faune, participer à la préservation du patrimoine culturel que constitue l'architecture vernaculaire et les savoir-faire traditionnels. L'accomplissement de toutes ces fonctions qui concernent isolément ou simultanément tel ou tel type d'espace rural multiplie les enjeux d'appropriation et d'usage et implique qu'une relecture des potentialités des territoires ruraux soit établie dans ces nouvelles perspectives et que les nouvelles fonctions de l'agriculture soient redéfinies pour une meilleure participation à ces objectifs que l'on peut dire d'intérêt public, donc d'intérêt général. Troisième élément, troisième caractéristique, donc petit c, la modernisation du cadre de vie. La modernisation du cadre de vie des populations rurales, je serai beaucoup plus bref sur ce point, est aussi un facteur qu'il faut mettre en relation avec la reprise démographique. Elle est bien réelle et a commencé par l'amélioration de l'habitat qui présentait dans les zones rurales un retard de confort important, facteur d'exode pour les femmes. De leur côté, les équipements collectifs se sont adaptés pour la plupart alors que certains services se rétractent, la poste, l'école. D'autres se déploient, comme tout ce qui touche à la santé. L'amélioration des systèmes de transport, la diffusion de l'automobile. Aujourd'hui, plus de 2 véhicules en moyenne par ménage chez les ruraux. Et l'introduction des nouvelles technologies de communication ont désenclavé la plupart des régions rurales. Vivre à la campagne n'est plus aujourd'hui systématiquement synonyme d'isolement et de médiocres conditions de vie. Et enfin, quatrièmement, donc l'organisation des territoires. Petit d, l'organisation des territoires. Pour clore cette présentation des 4 caractéristiques des territoires ruraux aujourd'hui. Donc, concernant l'organisation des acteurs, les zones rurales sont caractérisées par un extrême émiettement des communes, qui, s'il est un facteur d'une meilleure participation des citoyens à la vie collective et aux décisions publiques, est
en même temps un handicap pour affronter les défis d'une évolution globale de plus en plus concurrentielle et mondialisée. Le pouvoir communal, comme le budget, relève souvent du symbolique. Longtemps réfractaires à l'intercommunalité, les communes rurales sont aujourd'hui en train de se forger, de partager une partie de leurs compétences avec des communautés ou des districts. Bref, entre guillemets, donc de bouger. Au-delà des réponses à ces perspectives, ou en réponse à ces perspectives, ou par simple volonté d'inverser le cours des choses, les acteurs locaux des zones rurales et les élus professionnels, les socioprofessionnels ou responsables d'associations s'organisent de plus en plus. Ils s'associent pour analyser leurs problèmes, pour évaluer leur potentiel, pour bâtir des stratégies et des programmes pour évaluer leur potentiel et renforcer donc l'attractivité de leur territoire afin de promouvoir l'initiative économique et sociale. La montée en puissance des pays instaurée par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, la fameuse loi LOADT, le succès de l'initiative communautaire Leader ne sont que quelques exemples de mouvements. Ce succès est en train de rénover la France rurale. Ces évolutions conduisent à une modification radicale de la société rurale, de ses modes de vie et de ses attentes pour de nombreux besoins, économie, services aux personnes, loisirs, culture. Une nouvelle ruralité est en construction avec une société rurale renouvelée, un espace multidimensionnel qui s'ouvre sur de nouvelles valeurs d'usage pour la société tout entière. Une dynamique complètement articulée avec celle de la ville. Le rural n'est plus un monde à part, il est au contraire traversé par tous les problèmes de la société et comme le disait le géographe Jean-Claude Bontron, sans y être toujours préparé. Quelles conséquences pour les décideurs, pour les politiques et autres dirigeants? Eh bien, il leur faut accompagner cette mutation en ayant, et je voudrais terminer ces éléments par quelques mots-clés, en ayant quelques mots-clés à l'esprit, justement pour le faire. Je vais citer les mots-clés dans un premier temps et dans un second temps, proposer un petit commentaire. Premier mot-clé, entendu lors des entretiens avec les dirigeants politiques, les décideurs, les élus. Premier mot-clé, donc, une technicité accrue. Deuxième mot-clé, une proximité. Troisième mot-clé, une souplesse. Quatrième mot-clé, l'ouverture aux multiples partenariats. L'ouverture. Et enfin, l'innovation. La technicité accrue, c'est l'enthousiasme et le militantisme associatif qui ne suffisent plus. Il faut aussi une technicité accrue. Le militantisme et l'enthousiasme ne pouvant plus suffire. La proximité pour retrouver le sens du territoire et mieux répondre aux besoins du terrain. La souplesse pour s'adapter à la diversité des situations, car la diversité rurale condamne les modèles et les solutions passe-partout. L'ouverture aux multiples partenariats interorganisationnels et interinstitutionnels. Cette ouverture aux multiples partenariats qui poursuivent précisément leurs actions politiques. Et enfin, l'innovation, et ce, dans tous les domaines. Innovation dans l'économie, innovation dans l'organisation, innovation dans les formes que peuvent prendre les solidarités, les nouvelles solidarités territoriales, voire solidarités professionnelles. L'innovation dans tous les domaines devient une exigence. Après avoir évoqué le premier terme
de cette partie concernant effectivement la ruralité comme territoire, eh bien, nous allons passer au deuxième concept, le concept de pouvoir, mais pas le pouvoir en tant que tel, le pouvoir en général, mais bien le pouvoir local. Ce sera donc l'occasion d'aborder une forme de sociologie de la décision, dans une approche qui renvoie à une analyse systémique, telle que le sociologue Michel Crozier l'a à la fois pratiqué et enseigné, donc tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. Le pouvoir local sera donc l'occasion d'aborder la sociologie de la décision à partir de trois positions, trois types de perspectives. Dans un premier temps, la perspective que j'ai nommée l'analyse positionnelle. Dans un deuxième temps, l'analyse réputationnelle. Et enfin, l'analyse dite décisionnelle. Pour ensuite conclure cette partie, ce point, par un point intitulé « Système et décision » et en sous-titre « Pour une approche complexe ». Le pouvoir local, donc. L'étude de la distribution du pouvoir dans les collectivités locales connaît aujourd'hui un développement considérable. Par son champ d'application limité et son extrême rigueur, elle se présente bien souvent comme un terrain d'expérimentation de théorie générale qui porte, en fait, sur le système social tout entier. Et là, je vous renvoie aux excellents travaux du politiste Pierre Birnbaum, et notamment ses premières interventions lors des congrès et colloques organisés par l'Association française de sciences politiques à compter des années 1973, 70-73. Et donc, sollicité par divers courants de pensée, la sociologie du pouvoir local a, plus que tout autre, mis en œuvre un grand nombre de techniques et élaboré diverses méthodes qui reposent sur des philosophies sociales différentes. Alors, premier point, pour une sociologie de la décision, et petit a, comme indiqué précédemment, l'analyse positionnelle. Pour identifier les dirigeants, l'analyse positionnelle détermine les fonctions les plus importantes remplies dans les différentes institutions, politiques, administration, entreprises, etc. Dans cette perspective institutionnaliste et formaliste, le pouvoir s'identifie à la fonction. Il s'exerce dans les limites des divers rôles relatifs à cette fonction. Cette dernière apparaît alors comme l'unique déterminant et on ne doit par conséquent tenir compte d'aucune autre influence qui pourrait marquer ceux qui remplissent ces fonctions. Le pouvoir, en fait, est tenu ici pour négligeable. Si cette méthode est simple à mettre en application, elle tend aussi à ignorer des sources tout aussi réelles de pouvoir et d'influence. Violemment combattue par beaucoup, cette approche, comme on le verra plus loin, ne peut pour autant être entièrement rejetée. L'analyse réputationnelle. À l'encontre de la méthode positionnelle, cette technique repose avant tout sur la subjectivité. On ne part plus de la fonction exercée dans une institution, mais au contraire, de la seule réputation. Dans le prolongement de l'analyse ethnologique, je pense là particulièrement aux travaux dans les années 1980, donc de Marc Abélès, anthropologue politique. Dans le prolongement de l'analyse ethnologique, on participe à la vie de la collectivité locale
afin de déterminer, avec l'aide des experts reconnus, les personnes qui ont la réputation de détenir du pouvoir. Cette méthode, mise en œuvre par des politistes, mais aussi par quelques sociologues, dépend de l'entière subjectivité des experts. Comment ceux-ci vont-ils distinguer les dirigeants principaux des dirigeants secondaires? Ne vont-ils pas confondre pouvoir et réputation? Pouvoir réel et pouvoir virtuel? Pouvoir manifeste et pouvoir latent? Certes, cette technique a souvent abouti à mettre l'accent sur le fait que la réputation de puissance confère à celui qui en bénéficie un pouvoir appréciable. On a dû profondément modifier la méthode réputationnelle pour lui donner un statut scientifique. L'un des changements essentiels a consisté à différencier des domaines de réputation afin de pouvoir mettre en lumière l'existence éventuelle de leaders spécialisés. Petit c, donc troisième type d'analyse, d'approche et de perspective dans le cadre de cette sociologie de la décision, l'analyse décisionnelle. Ce type d'analyse a principalement été élaboré par Robert Dahl, D-A-L-H, Robert Dahl, politiste, dans son ouvrage notamment Qui gouverne, publié par les éditions Armand Collin en 1971. Robert Dahl, dans son ouvrage, a montré que cette analyse consiste à choisir un certain nombre de décisions fondamentales pour la vie de la collectivité locale, afin de mesurer le pouvoir de chacun des acteurs qui prennent part à leur élaboration. Au lieu de confondre réputation et pouvoir, cette démarche permet de les distinguer et d'opposer bien souvent pouvoir virtuel et pouvoir réel. L'examen de nombreuses décisions permet aussi de distinguer divers domaines dans la collectivité locale. C'est en effet uniquement de cette manière que l'on pourra savoir si le pouvoir des dirigeants se trouve spécialisé et si les inégalités sont aussi cumulatives et ou non cumulatives. Analysant diverses décisions en milieu rural, sur l'aménagement, sur le développement, etc., on soutient pour notre part que la structure du pouvoir, par exemple dans le pays de Redon en Ille-et-Vilaine, est fondamentalement pluraliste. Les sources de pouvoir étant multiples et les leaders spécialisés. Seul le maire, élu au suffrage universel, fait encore figure, aujourd'hui, de leader général, car il peut intervenir sous le contrôle indirect du peuple dans tous les domaines. D'où l'autonomie du pouvoir politique. Cette méthode a été si souvent appliquée qu'elle semblait devoir devenir dominante. Pourtant, un grand nombre de critiques lui ont été adressées. Comment va-t-on choisir les décisions les plus importantes? De plus, on prétend reconstituer le processus de décision, mais même en s'appuyant sur une très forte équipe de chercheurs, on ne peut cependant jamais mettre en lumière les interventions occultes qui ne laissent aucune trace. Dans l'espoir de remédier aux défauts de chacune de ces méthodes, on a tenté, pour appréhender le pouvoir local dans les espaces ruraux, de les utiliser de façon simultanée afin de savoir qui détient formellement et fonctionnellement le pouvoir, qui a la réputation d'en détenir et qui, enfin, parvient à exercer son pouvoir dans des décisions concrètes. Appliquées à une collectivité locale, ces diverses techniques mènent à des résultats contradictoires, car les dirigeants qu'elles découvrent ne sont pas identiques. Ce qui amène maintenant donc à aborder le point donc dit de l'analyse comparative. La comparaison étant une technique, une méthode très intéressante, très originale et souvent pertinente pour analyser
le pouvoir local, donc dans les territoires ruraux. L'analyse comparative, donc. Dans les années récentes, nous avons utilisé l'ensemble de ces techniques, mais en adoptant une perspective comparative, c'est-à-dire en les appliquant simultanément à un grand nombre de collectivités dissemblables. On a espéré ainsi mieux tenir compte de la spécificité des structures sociales propres à chacune des collectivités locales. On s'est efforcé, par exemple, de démontrer les propositions suivantes. Plus la différenciation verticale et horizontale d'une collectivité locale est grande, plus le pluralisme des élites est élevé. Plus la taille d'une collectivité locale s'accroît, plus les élites sont différenciées et le pouvoir décentralisé. Plus le niveau d'éducation de la population d'une collectivité locale se trouve élevé, plus les élites sont multiples et le pouvoir, lui aussi, décentralisé. Plus un secteur de la collectivité se développe, plus il participe au pouvoir local. De plus les structures économiques d'une collectivité sont diversifiées, plus le pouvoir est décentralisé. Plus est élevé le niveau d'industrialisation d'une collectivité locale, plus le pouvoir se présente de façon pluraliste. Comme on l'a vu, l'analyse comparative conduit à des résultats contradictoires. En France, l'industrialisation et l'urbanisation, plus d'ailleurs effectivement une collectivité est urbanisée, plus elle devient complexe économiquement et socialement, et plus le pouvoir est diversifié. Eh bien, cette industrialisation et l'urbanisation semblent être acceptées comme des variables déterminantes de la structure du pouvoir. Ainsi, les départements les plus industrialisés et connaissant une forte urbanisation, qu'ils soient situés dans les régions d'Aquitaine ou de Champagne, ont tous un pouvoir industriel éclaté et diversifié. De plus, le pouvoir prépondérant qu'exerce le préfet dans les départements non industrialisés se trouve remplacé par celui du maire. Appliquant la méthode réputationnelle, par domaine d'action, on a conclu de la sorte à une spécialisation et à une diversification dans les départements industrialisés. Le maire, seul, bénéficiant d'un pouvoir d'intégration généralisé. En fait, aucune de ces variables ne paraît décisive. Ce sont au contraire les classes sociales qui semblent déterminantes. Ainsi, à Redon, à Rennes, à Nantes, c'est principalement parce que les classes sociales sont très diversifiées qu'elles en viennent de la sorte à se neutraliser et à établir entre elles une sorte d'équilibre. Aucun groupe ne domine véritablement et le politique sert d'arbitre. Dans tous les cas, la composition sociale se traduit au niveau local par l'intermédiaire du suffrage électoral. À classe sociale opposée et en égale position de force, eh bien, on peut parler de pouvoir partagé. À classe sociale dominante, pouvoir unique. En définitive, dans les études sociologiques comparatives, c'est donc la classe sociale qui semble déterminer principalement la nature du pouvoir. Mais si la classe sociale, en fait la profession, devient la variable déterminante, point n'est besoin de s'interroger sur la distribution du pouvoir, sur sa plus ou moins grande spécialisation. Un pouvoir décentralisé sera simplement un pouvoir de classe décentralisé. Il en sera de même pour un pouvoir local centré autour du maire. Or, on a pu démontrer que des collectivités locales ayant une population semblable, essentiellement ouvrière par exemple, donnent naissance à des structures de pouvoir totalement différentes. C'est dire que la détermination sociale n'est pas unique et que d'autres variables, la situation géographique par exemple, et donc le territoire, peuvent exercer
une influence décisive. De plus, dans de très nombreuses collectivités locales où la classe ouvrière reste majoritaire quantitativement, ce sont des municipalités de droite qui détiennent le pouvoir. Si l'on admet qu'une partie des classes moyennes et des classes supérieures donnent ces bulletins de vote à la gauche, on mesure à quel point la classe dite ouvrière soutient les majorités de droite. Ce phénomène paraissant encore plus accentué au niveau local qu'au niveau national. Les diverses études de la science politique ne tiennent souvent pas compte de ce fait. On peut également souligner, avec Pierre Birnbaum, combien le consensus ambigu, qui repose sur un apolitisme très largement idéologique, prévient souvent les clivages internes dans les collectivités locales. Là non plus, dans une certaine mesure, l'élection ne se fait pas sur des critères de classe. Et souvent, il semble que l'élection ne dépend pas essentiellement des étiquettes politiques. En définitive, l'approche comparative du pouvoir local aboutit aussi, à l'heure actuelle, à des résultats contradictoires. En effet, il est plus réaliste de croire que ce type d'analyse puisse apporter à elle seule des solutions miracles. Troisième et dernier point, il s'agira maintenant d'évoquer le système de décision et donc dans le cadre d'une approche complexe. Le troisième point s'intitule donc « Système et décision » et en sous-titre « Pour une approche complexe », pour clore donc cet essai de réflexion sur le pouvoir local. La sociologie marxiste du pouvoir local s'est consacrée presque uniquement à l'étude des problèmes de rénovation urbaine et de plans d'urbanisme, c'est-à-dire des enjeux particulièrement importants pour les détenteurs du pouvoir économique. Il serait souhaitable qu'elle se penche également sur des problèmes plus strictement politiques qui constituent malgré tout une part importante de la vie d'une collectivité locale. De façon plus générale, il faut par conséquent étudier tous les enjeux que doit affronter le pouvoir politique. Il est peut-être utile de faire appel à l'analyse complexe, une analyse donc systémique et constructiviste, de fait, qui, en dépit de son formalisme, permet souvent de poser des questions importantes. Si l'on se réfère par exemple au modèle de David Easton, E-A-S-T-O-N, on peut considérer les relations qu'entretient le système politique avec son environnement propre, c'est-à-dire le système social de la collectivité locale, mais aussi avec l'environnement général dans lequel elle est située. On peut donc étudier le comportement des autorités, le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, etc., en fonction des demandes internes à la collectivité et dont l'initiative a été prise par les dirigeants économiques ou les représentants locaux de l'administration centrale. Mais il faudra aussi considérer leur réaction en fonction des demandes formulées, entre autres par les industriels ayant une dimension nationale ou par les agents de l'administration centrale. Sans vouloir pousser plus loin une telle application de l'analyse systémique à la complexité des collectivités locales, il nous semble aussi qu'on pourrait s'intéresser aux non-décisions et s'interroger sur le type de groupe qui se trouve particulièrement désavantagé par la distribution existante des diverses sources de valeur. On doit par conséquent accorder une grande attention à l'examen de ce qu'on a qualifié ailleurs de silence politique. Il serait aussi fort intéressant de rapprocher la perspective systémique et non décisionnelle de la démarche marxiste menée en termes de structure. À partir de la problématique complexe, on peut montrer, par exemple, les relations étroites qui unissent au sein de la collectivité locale
l'administration et le notable. Parler de la spécificité du rôle d'élu local. Analyser les conséquences des réformes des institutions. Ou encore, montrer comment les acteurs sociaux, les individus, les groupes, parviennent à apprendre de nouveaux rôles. Cette démarche doit être retenue car elle explicite une grande partie du réel. L'analyse institutionnelle permet donc de mettre en lumière une partie importante du pouvoir local dans un État centralisé comme la France. L'étude du système de pouvoir local, l'examen des relations étroites et privilégiées qui unissent par exemple le préfet et les notables, les rôles de conseillers généraux et régionaux ou de maires sont toujours conçus dans une perspective fonctionnelle. Le préfet remplissant une fonction de préfet et non celle de représentant de la bourgeoisie hégémonique. À l'inverse, un maire ne ferait que remplir sa fonction de maire. Il semble pourtant que Pierre Grémion reconnaisse lui-même maintenant que cette approche demeure en tant que telle largement insuffisante. Selon lui, et nous retrouvons là la perspective systémique, il faut maintenant s'interroger sur les relations entre le système politico-administratif et son environnement, c'est-à-dire tenir compte davantage de phénomènes de transformation sociale ou de concentration économique. Encore faut-il élaborer une nouvelle méthode de travail qui puisse concilier ces deux types d'approches assez éloignées l'une de l'autre. On voudrait donc pour terminer, insister sur l'intérêt d'une telle analyse menée en termes de rôle. Quelles que soient les mutilations qu'elle impose à la réalité, son apport est loin d'être négligeable. On peut déjà rappeler qu'elle sous-tend une grande partie de l'analyse systémique, et en particulier les théories de Easton, de Parsons aussi ou de Edgar Morin. C'est grâce à elle que l'on peut construire le système général et considérer de façon stimulante, plus stimulante, les problèmes de la précision, de la prise de décision, le problème des mutations identitaires et du pouvoir dans les territoires locaux. La dernière partie de cet enseignement sera consacrée à une forme de socio-histoire de la paysannerie française. Il s'agira donc de montrer, à partir d'une date un peu symbolique, la nuit du 4 août 1789, le serment du jeu de paume, et donc abolissant les privilèges, à partir de cette date symbolique jusqu'à aujourd'hui, donc postérieure donc, aux années 2010, eh bien, nous verrons que le principal problème dans le monde agricole, chez les agriculteurs, eh bien, aura été la tentative réussie en quelques années de prendre le pouvoir. Mais qui a pris le pouvoir? Il s'agit des travailleurs de la terre qui ont pris le pouvoir sur les propriétaires de la terre. Et ce sera donc l'occasion de revenir à travers une socio-histoire sur la genèse de l'organisation, des organisations professionnelles agricoles.